Bonjour à tous, bienvenue pour cette dernière table ronde de la journée. Le sujet de cette dernière table ronde, ça va être sécurité et souveraineté de leviers capitaux pour les startups. Et je suis ravie aujourd'hui d'accueillir pour adresser ce sujet donc, Jennifer Lecomte, qui est directrice des programmes de recherche, développement et innovation chez Cap Digital. Guillaume Chélius, qui est co-designer à l'INRIA Startup Studio. Eric Vedel, qui est directeur activité de conseil auprès des RSSI, Cisco et MIA. Et ensuite, Aurélien Codet-Deboise, donc vous avez déjà pu voir ce matin lors de la plénière, qui est directeur d'ITEROP. Donc, pour commencer cette table ronde, je pense qu'il est important de parler d'efficacité opérationnelle et de transparence. L'important, c'est la nécessité pour les startups de fournir des performances de haut niveau, tout en étant totalement transparentes dans la gestion des données. Donc, pour commencer, moi, j'avais une question pour Guillaume. Guillaume, quels sont les principaux défis auxquels les startups sont confrontées pour atteindre à la fois performance, tout en restant le plus transparent possible ? Démarrer un projet de start-up et une start-up en général, c'est globalement une vie d'arbitrage. Arbitrer en permanence avec des ressources qui sont généralement insuffisantes, ressources en ressources humaines par exemple, ressources en financement et puis le temps. Avec des enjeux d'efficacité opérationnelle extrêmement importants. Le temps est court, le temps est compté, et il va y avoir un enjeu pour un porteur de start-up, un dirigeant de start-up, d'aller le plus vite possible vers son marché, dans le développement de ce que va être son MVP, son POC, enfin sa preuve technologique, pour initier le commercial, et puis aussi pour aller mettre en marche tous les mécanismes de financement qui vont être disponibles à partir du moment où il aura fait la preuve d'une maturité suffisante pour cela. Le problème qui va se poser pour un jeune dirigeant de start-up ou au démarrage d'un projet, ça va être d'arbitrer du coup entre cette efficacité opérationnelle, cette vitesse d'exécution que les gens autour de lui vont attendre et qui va également s'imposer comme une contrainte de fait, encore une fois, qui va avoir des ressources limitées, avec un certain nombre d'enjeux. Sur les questions de sécurité par exemple, sur des questions aussi de respect de réglementation, on peut penser à RGPD aussi, qui de fait devrait s'imposer à lui, de pas encore une fois si on parle de réglementation, mais qui dans ce que peut être l'urgence du moment et les enjeux premiers du moment ne vont pas forcément être sa priorité. Donc la grande complexité finalement qui va se poser à lui, c'est de savoir si l'enjeu immédiat est de respecter cette réglementation, de réfléchir à ce que peut être la sécurité de son infrastructure, la protection qui est mise autour des données à la fois de la structure et puis potentiellement de ses premiers clients ou ses premiers prospects, ou alors d'aller le plus vite possible vers le marché, vers les premières preuves de concept, vers cette efficacité opérationnelle qui, encore une fois, est nécessaire pour garantir la continuité du projet. En gros, est-ce qu'on fait ceinture bretelle sur la réglementation et la sécurité au risque de perdre du temps, de l'énergie et finalement de mourir parce qu'on n'aura pas atteint les étapes suivantes de développement, ou bien, si je prends l'extrême inverse, on met tout ça sous le tapis, on le repousse à plus tard, avec probablement un enjeu beaucoup plus important à réintégrer plus tard, mais encore une fois, parce qu'on estime que l'enjeu premier à ce moment-là du développement du projet n'est pas ces questions de réglementation, de sécurité, de souveraineté, etc. Très clair. Et Eric, comment chez Cisco, justement, vous aidez les startups justement dans cette gestion des données, de sécurité ? Alors, déjà, pour prendre la partie performance, en fait, comment on peut rendre les startups performantes dans ce contexte-là, je pense qu'il faut un peu prendre un petit peu de hauteur et voir dans le monde dans lequel on vit. En fait, on vit dans un monde qui va extrêmement vite. Comme tu le disais, le temps est compté. On est hyper connecté et c'est-à-dire que les startups, elles développent à une vitesse grand V leurs solutions qu'elles vont délivrer pour le marché. Et en fait, cette vitesse d'exécution, en fait, ça leur fait perdre quelque part une forme de visibilité, en fait. La visibilité de qu'est-ce qu'on a, en fait, avec quoi on a composé nos applications qui vont servir notre business model. Alors, il y a un gros sujet qui est en ce moment qui nous anime et qui aide les startups, qui est le sujet, je ne sais pas si vous savez, si vous en avez entendu parler, qui s'appelle SBOM, donc Software Bill of Material. Donc le SBOM, c'est ni plus ni moins que la capacité qu'on a
à recréer l'inventaire et les dépendances d'une application développée en mode cloud, on va dire. D'accord ? Souvenez-vous ce qui s'est passé en décembre 2021. Pendant que certains faisaient les cadeaux de Noël pour la famille, etc., les entreprises, en fait, les équipes sécurité, elles étaient à la recherche de cette fameuse librairie Apache de journalisation d'événements dans des serveurs qui s'appelait Log4j et qui était vraiment de l'open source qui avait été intégré dans une multitude d'applications des clients. Donc à l'issue de ça, en fait, il y a eu aux États-Unis ce qu'on appelle un executive order aussi. Ils ont dit attendez, il faut impérativement imposer aux organisations de donner cette cartographie applicative. Donc pour revenir à la question, donc fort de ce contexte-là, on a des solutions chez Cisco qui vont vous permettre justement de reconstituer en fait, j'allais dire, de reconstituer en fait les composants qui constituent votre application métier. Et quand je dis composants, c'est des composants qui sont de l'open source, de GitHub, des scripts divers et variés, etc. Et non seulement ça va vous donner la photographie instantanée, et aussi l'état par rapport au versionning, en fait, qu'est-ce qui est vulnérable, qu'est-ce qui n'est pas vulnérable, et comment les chemins pour aller patcher ça. Donc voilà ce qu'on fournit chez Cisco dans ce domaine-là. Parfait, merci. Et moi, je serais intéressée d'avoir justement, Aurélien, un petit peu ton retour en tant que directeur d'Iterop, un petit peu les défis que vous avez eu à relever et comment comment vous travaillez avec vos clients justement sur cette partie transparence des données, etc. Comme tu le disais, quand on a une start-up, on a toujours cette difficulté de dire est-ce que je dois aller vite et un peu mal, ou est-ce que je dois prendre le temps, quitte à perdre des clients, quitte à avoir du mal à répondre à un certain nombre de requêtes de mon client. Et là-dessus, nous chez Iterop, on a fait le choix, qui était discutable à l'époque, d'aller le plus vite possible, mais en essayant d'être le plus clean possible avec les moyens qu'on avait. Très clairement, typiquement, le RGPD, toute la réglementation du RGPD a été distribuée, enfin a été demandée au moment où nous on était en pleine explosion au niveau de notre business. On était en train de commencer à avoir énormément de clients et on a eu ce RGPD qui est arrivé, qui est une excellente chose pour le citoyen, qui est un peu plus compliqué pour l'entreprise et surtout pour la start-up qui a des données et qui ne sait pas trop quoi en faire. Et donc, on a dû avoir cette réflexion de dire, OK, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on arrête tout le développement et pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, on ne fait que se mettre en conformité du RGPD ? Alors certes, on avait été prévenu à l'avance, mais c'est comme tout, hein, quand on a des devoirs à la faire, on les fait toujours la veille. Ou bien est-ce qu'on continue en prenant un peu le risque et petit à petit, au fur et à mesure que les clients vont le demander, on va développer les différentes mécaniques qui vont permettre d'être compliant. Au final, le choix qu'on a fait, c'est de continuer, parce que quand on a du business, mine de rien, c'est l'argent qui drive une start-up. Enfin, c'est l'argent qui drive la plupart des entreprises d'ailleurs. Mais on continue en prenant un petit risque. En fait, on s'est rendu compte que très vite, le système a été assez bien fait pour que l'argent soit un vrai accélérateur pour devenir compliant. Quand un client nous dit « je ne serai ton client que quand tu seras compliant RGPD », en fait, du coup, on le fait le développement. C'est pas juste pour faire plaisir aux organismes de certification, c'est parce que le client nous impose la norme. Et c'est vrai pour le RGPD, c'est vrai aussi pour toutes les ISO, pour un certain nombre de certifications. On n'a pas envie de le faire, c'est pénible. Enfin, je suis désolé, mais c'est vrai, c'est pénible. On préférerait pouvoir faire ce qu'on veut avec les données. Mais quand les clients et donc quand le marché demande à ce qu'on soit en capacité d'être transparent, de gérer bien la donnée, etc., on finit par le faire. Et donc au final, on se rend compte que les normes, il y a énormément de normes qui sont dictées, mais en fait, celles qui sont les plus respectées, c'est celles qui sont contraignantes, et contraignantes d'un point de vue business, pas contraignantes d'un point de vue réglementaire. En tout cas pour les startups.
Super, merci beaucoup. Donc rentrons un petit peu maintenant dans le vif du sujet, donc sécurité et souveraineté. Quand on parle de sécurité des données, aujourd'hui c'est un aspect fondamental pour les startups. Guillaume, comment l'INRIA travaille avec les startups justement sur cette partie sécurité des données ? Il y a deux réalités pour l'INRIA et les startups, et je reviendrai un petit peu sur ce qu'est le Startup Studio au sein d'INRIA pour expliquer pourquoi. Il y en a une première, c'est la contrainte, et on y revient. Et puis la seconde, c'est une notion de sensibilisation et d'acculturation et de formation. Alors pourquoi contrainte ? Le Startup Studio, c'est un programme d'accompagnement de porteurs de projets de création d'entreprise. On finance des porteurs de projets de création dans le domaine du numérique en les embauchant au sein d'INRIA. INRIA étant un institut de recherche en informatique public. Le résultat de ça, c'est que les porteurs de projets qui sont là pour travailler pour leur start-up, avec tous les enjeux qu'ils peuvent avoir et qu'on vient d'évoquer et toutes les questions d'arbitrage qui se posent à eux, en fait, ils se retrouvent salariés INRIA et ils se retrouvent donc contraints par un statut et par le fait d'appartenir à une institution qui, elle, a la volonté d'être compliant avec l'ensemble des réglementations. Donc d'un seul coup, de par le cadre dans lequel ils viennent, alors en contrepartie d'un financement, en contrepartie d'un certain nombre de choses, ils s'engagent en quelque sorte à respecter un certain nombre de points, d'axes, des points éthiques, des questions éthiques, parce qu'on est dans un institut de recherche public, des questions réglementaires, le respect du RGPD, la déclaration des données qu'ils vont aller chercher et manipuler et traiter dans le cadre de leur projet d'entreprise, des questions de sécurité défense aussi, encore une fois, parce que dans le cadre d'un institut de recherche, et puis enfin des questions de sécurité autour des données qui fait que INRIA ne veut pas que des salariés, que de ses salariés puissent stocker des données sur des serveurs pour lesquels on n'a pas une certaine maîtrise ou une certaine idée de ce qu'est la sécurité. Voilà. On a par exemple une doctrine qui est la doctrine Cloud au centre, qui interdit, enfin qui fait en sorte qu'un institut de recherche ne va pas stocker des données personnelles chez AWS ou ce genre de choses. Donc les porteurs de projets, de start-up, indirectement se retrouvent avec ces contraintes, ce qui fait que dans ce que va être la construction de leur projet de start-up, vont devoir faire avec et forcément aller dans une direction dès le démarrage du projet qui est dans une direction de compliance avec toutes ces réglementations, ces questions de sécurité, etc. C'est pas toujours bien vécu. C'est souvent des contraintes très fortes qu'ils ne comprennent pas nécessairement à leur stade de développement, comme on a pu échanger juste avant, et aussi qu'ils ne comprennent pas parce que finalement, cette question d'arbitrage entre efficacité opérationnelle et ces questions sont des choses qui relèvent finalement du libre arbitre du dirigeant dans une start-up. C'est-à-dire que c'est de la responsabilité du dirigeant, des pilotes, de faire ce choix. C'est une analyse de risque qu'ils vont faire, entre encore une fois les deux enjeux qui peuvent se poser à eux. Et nous, très tôt, on leur appose cette contrainte qui, une fois qu'ils sont sortis du Startup Studio, ils vont reprendre la main, ils feront ce qu'ils veulent, mais au moins pendant cette période, ils vont être contraints. En parallèle à ça, le bon côté, en quelque sorte, de cette contrainte et le discours qui est avec, c'est un discours de sensibilisation, d'acculturation et de formation à ces sujets. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement de la contrainte, mais c'est aussi leur expliquer ce qu'est la loi, ce qu'est la réglementation, pourquoi elle est là, ce qu'on peut en faire, ce que ça impacte en termes de construction d'entreprise, sachant que même s'ils ne le mettent pas en œuvre dès le démarrage du projet, ils seront amenés à le faire à un moment ou un autre de leur développement, notamment quand c'est drivé par le business. La question aussi de la sécurité des données, un certain nombre de choses. Et finalement, on se rend compte que c'est quelque chose d'assez efficace parce que il y a un enjeu très fort lorsqu'on démarre un projet d'entreprise c'est de se former et de mettre des petites graines dans la tête sur tous les éléments ou les enjeux de développement qu'il va y avoir un peu plus tard pour la start-up, même si ce n'est pas encore le cas tout de suite. Donc on les sensibilise à ça en sachant qu'ils ne le mettront probablement pas, on est assez réaliste, en œuvre dès le démarrage, mais que le jour où la question se posera, ils auront le terreau intellectuel et en compétences pour être capables de passer beaucoup plus efficacement sur ces questions que si on ne l'avait pas fait. Oui, Eric ? Oui, je me permettrais de rajouter, en fait, tu as très bien décrit, dans la cyber, on parle beaucoup de piliers humains, de piliers process, et il y a le pilier technologique. Il existe bien évidemment aussi à disposition des startups
des fournisseurs de cloud, des technologies qui permettent d'aller détecter l'évasion, la fuite de données. En fait, on parle de solutions de DLP. Donc ça existe dans le réseau, ça existe sur les postes de travail, ça existe dans le cloud. Donc, et en fait, je pense que ça complémente ce que tu disais d'un point de vue process, côté humain, acculturation. Donc la techno aussi a son rôle à jouer. Il y a besoin de faire connaître ces outils. Lors de la table ronde, pas la précédente, mais celle d'avant, une personne dans le public posait la question de la formation. On disait que le gros problème qu'on avait sur ces sujets, c'est que un jeune diplômé qui est recruté chez Inria comme ingénieur, il connaît AWS, il connaît Microsoft Azure, il connaît pas forcément Outscale, il connaît pas forcément Scaleway, il connaît pas forcément ce que peut être l'ensemble des services d'OVH, et il a une vision, un prisme très marqué sur les technologies qu'il peut mettre en œuvre et ce qu'est l'efficacité de ces technologies, et avoir un réflexe très fort d'aller vers ces aimants un peu marketing que peuvent être AWS ou d'autres acteurs de ce type-là. Et pas forcément compatible avec... Et pas forcément compatible avec les enjeux qui vont se poser à eux dans ce que va être du développement de leur projet. Donc ne serait-ce que faire connaître ce qu'est l'ensemble des solutions existantes, sensibiliser au sujet, aux questions que pose le choix d'un fournisseur ou le choix d'une brique technologique dans le futur développement de la startup et la compliance et un certain nombre de réglementations, ça fait partie des missions qu'on se donne au sein du Startup Studio. Et justement, on parlait de formation, d'accompagnement des startups. Jennifer, donc chez Cap Digital, donc le pôle de compétitivité, vous accompagnez pas mal les startups sur des appels à projets, etc. Comment vous les accompagnez pour répondre justement aux attentes de ces appels à projets, etc. Alors, ça fait partie de cette acculturation. Alors, certes, beaucoup plus en aval, du coup, puisqu'ils sont capables d'aller chercher déjà leurs premiers appels à projets. Mais ce qui est très bien décrit dans tous les cahiers des charges des stratégies d'accélération du gouvernement, et notamment dans la stratégie d'accélération cloud ou dans la stratégie d'accélération IA, c'est évidemment ces contraintes au niveau réglementaire, au niveau souveraineté et au niveau sécurité. Donc elles existent, elles sont présentes dans les cahiers des charges, ça veut dire qu'il faut pouvoir y répondre, il faut maintenant passer plus du mode déclaratif à du mode où on va vous demander des preuves de ce que vous avancez. Et si l'entreprise n'a pas pris en considération ces enjeux-là dès le début, by design dans le développement de leur solution, eh bien on voit bien que ça peut poser en tous les cas un problème. Ça peut poser un problème au niveau business, comme vous le disiez, mais ça pose aussi un problème au niveau des appels à projets, du financement public que vous allez pouvoir ensuite aller acquérir. Donc c'est vraiment un gros enjeu. L'enjeu de l'acculturation, l'enjeu de la formation des dirigeants qui ne sont pas forcément tous, même s'ils sont porteurs de solutions, éclairés sur ces enjeux-là, est un vrai enjeu, puisqu'en fait on leur met des contraintes, mais derrière on ne leur donne pas forcément les clés en amont pour intégrer ces contraintes dès le début de leur réflexion. Et ça, je pense que c'est un point sur lequel on doit avancer. Tout l'écosystème doit avancer sur ce point-là. Et quand on sort des contraintes, pouvoir leur donner aussi des clés pour justement adresser ces contraintes le plus en amont possible. Et par exemple, peut-être Aurélien, tu peux nous faire toi un petit retour d'expérience. Quels sont en matière de sécurité des données, quels sont les plus grands défis que tu as rencontrés justement avec Iterop, et comment vous les avez surmontés? Je dirais que le principal défi, en fait, c'est de correspondre à toutes les demandes qui sont faites par les différentes parties prenantes. Donc, comme je disais, quand on est une start-up, on cherche à travailler avec un maximum de clients, de partenaires, aussi avec du public. Et chacun est en demande, donc je le disais, d'une certification ou bien à des demandes personnelles de son entreprise, spécifiques de son entreprise. Et la principale problématique, c'est que quand on est une start-up, on n'a pas de DPO, ou on n'a pas de personnes en charge, on n'a pas de RSSI, parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir un RSSI à temps plein. Et donc on se retrouve avec souvent le CTO ou un dev, celui qui est le plus acculturé à la sécurité, à qui on va demander en fait de remplir les
les dizaines de fichiers Excel de plusieurs centaines de lignes pour chaque client et chaque prospect qui, avant même de nous ouvrir une porte sur une démonstration ou sur le début d'une éventuelle discussion, va nous demander des questions sur l'architecture technique, sur le respect des différentes normes, sur tous les audits qu'on a pu passer. Et la principale difficulté, en fait, ça a été de se dire, est-ce que nous, start-up, on a le droit de dire qu'on n'est pas exactement aux normes ou qu'on ne répond pas oui à toutes les questions, ou est-ce qu'il faut qu'on prenne le temps, avant même de pouvoir commencer à approcher quelqu'un, de montrer patte blanche sur l'intégralité de ces questions. Et une fois de plus, comme tu le disais, Guillaume, c'est toujours une question de compromis. Nous, le choix qu'on a fait, c'est de répondre non quand ce n'était pas le cas. Plutôt que de dire oui, votre donnée est totalement chiffrée, ce qui n'était pas vrai, on disait non. Et puis la plupart du temps, en fait, on s'est rendu compte que la question était posée non pas parce qu'il fallait que la réponse soit oui, mais pour avoir une impression globale de comment était l'entreprise. Donc j'imagine que si on avait répondu non à tout, au bout d'un moment, on aurait fini par avoir des problèmes. Mais bon, quand on arrive à peu près à montrer qu'on est sérieux et au moins qu'on s'est posé la question, on arrive à peu près à avoir des débuts de réponse. Mais là, la grosse difficulté, c'est de faire le choix. Et pour en avoir discuté avec pas mal de créateurs de start-up, ceux qui ont fait le choix de ne rien faire et de mentir, ont tous fini par le regretter. Et à l'inverse, ceux qui ont fait le choix d'être parfaitement compatibles avec l'intégralité des questions qu'on leur posait, en fait, ils en sont toujours à vouloir rendre compatible leur système et ils n'ont toujours pas fait de business. Donc il faut arriver à faire ce compromis qui n'est pas forcément évident. Et du coup, des fois, on a perdu des opportunités. On s'était offert à une époque, quand on commençait à bien marcher, un audit diligenté par une entreprise tiers qui nous auditait sur la sécurité de nos données, etc. On était tout fiers d'avoir fait ça. Et en fait, personne n'en a jamais eu rien à faire parce que les entreprises qui voulaient des audits voulaient faire des audits qui étaient payés par les entreprises qui le payaient eux-mêmes. Et du coup, en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait arrêter d'avoir des auditeurs externes et que le client qui voulait vraiment avoir des vraies informations sur l'entreprise viendrait les chercher lui-même. Parfait. Et du coup, maintenant, abordons la partie souveraineté des données. Jennifer, comment des institutions comme Cap Digital en fait, peuvent aider les startups à maintenir cette partie souveraineté de données de leurs clients ? Alors, nous, on a un pôle de compétitivité. On est là un petit peu, on intervient en tiers de confiance en fait auprès des startups, des entreprises en règle générale. Et on est là plutôt pour leur donner, on va dire, des clés, peut-être des clés de partenariat, des clés d'acculturation, des clés de mise en relation avec des personnes qui peuvent les aider à aller adresser ces points-là. Donc, soit parce que on peut les faire progresser via justement du financement, parce qu'on comprend bien que c'est un peu la clé pour aller adresser tous ces enjeux de certification, de souveraineté, de transparence, ça demande beaucoup de moyens à investir, donc peut-être déjà les aiguiller vers des appels à projets qui peuvent être ouverts pour les aider à progresser sur ces points-là, aller chercher les bons partenaires sur ces questions-là. Donc ça peut être des partenaires académiques comme l'INRIA, comme l'IMT, ça peut être des partenaires privés qui vont les faire avancer sur ces questions-là, pour essayer de faire en sorte que leur projet ait plus d'impact, que l'impact il soit réel, il soit bénéfique et qu'il soit sur du long terme. Et donc, ça, c'est ça qui est très important pour nous, en leur disant que voilà, il y a des opportunités, il faut parfois être opportunisme, mais surtout, ça doit répondre à un enjeu et un projet sur du long terme et comment les accompagner justement sur ce long terme, comment construire leur projet tout au long de leur projet en leur permettant de le financer par des biais mis à leur disposition. Eric, du coup, chez Cisco, comment c'est... Non, enfin, après la souveraineté, c'est, en tant que... on en a parlé, la session précédente, ils en parlaient pas mal aussi, de les certifications SecNum Cloud, en fait, qui arrivent, dont certains sont, bien évidemment, sont
sont en conformité sur ces sujets-là. Donc c'est très important. On voit un repli en fait européen identitaire qui s'applique pour la donnée, bien évidemment. Le Cloud Act n'a pas été satisfaisant pour nous Européens. Donc voilà, on sent que ça se tend. Et nous, en tant qu'acteurs, on est obligé de se conformer à toute cette régulation qui se passe. Et voilà, il y a un sujet qui aussi en ce moment, enfin, je peux en partager aussi parce qu'il nous anime beaucoup, c'est la partie IA en fait, dans le sens la protection des droits des droits d'auteur en fait, lorsqu'on entraîne des systèmes d'intelligence artificielle. Il n'y a rien qui est dit, il n'y a rien qui est spécifié. Et donc là, il y a un vrai sujet sur lequel il va falloir qu'on s'attelle. L'Europe a lancé il y a quelques semaines l'IA Act, je crois, en fait, des choses sur lesquelles ils vont se plancher, mais ce n'est pas documenté. Mais concernant la protection de la donnée, dans cette dynamique-là, il y a vraiment des vrais sujets sur lesquels il va falloir qu'on bosse. Peut-être aussi ajouter, nous, donc on a l'INPI qui est partenaire du pôle de compétitivité. Et c'est vrai que sur ces enjeux-là, ça permet déjà d'avoir une première approche, une première acculturation et de faire aussi des diagnostics qui peuvent être utiles et qui sont la plupart du temps gratuits et qui sont mis à disposition des startups. Et donc voilà, c'est un des acteurs qui peut aussi aider, en tous les cas, sur la première brique à avancer et à donner quelques clés. Et Aurélien, comment, du coup, chez Iterop, vous avez abordé ce problème de souveraineté des données? Bonne question. En fait, pour être honnête, nos clients sont assez peu, en tout cas pour l'instant, en attente de ce besoin. Les clients qu'on a adressés dans les dernières années. Et comme l'a dit Eric, avec le repli européen de la donnée, je ne suis pas capable de savoir pourquoi, mais il y a de plus en plus cette demande. Donc ce n'est pas un problème qu'on a eu nous on a créé Iterop en 2013, jusqu'en 2020, 2021, ce n'était pas un gros problème. Alors, c'était toujours plus rassurant pour nos clients de dire on est hébergé en France, mais être hébergé en France, est-ce que ça veut vraiment dire être souverain? Je ne suis pas certain. Enfin, je suis même certain que non. Donc ça faisait plaisir aux clients, mais ça s'arrêtait là. De plus en plus, on commence à avoir cette problématique. Est-ce que c'est parce qu'on vise des entreprises qui sont plus sensibilisées à ça, ou est-ce que c'est parce qu'il y a un repli? Je suis pas convaincu, j'en suis pas convaincu. Et puis ce qu'il y a, c'est que, la souveraineté des données, qu'est-ce que ça veut dire? Chaque client, chaque acteur, chaque personne a une vision différente de ce qu'est la souveraineté. Et donc, à chaque fois, en fait, la question, c'est vous voulez avoir un cloud souverain? Ok, on a le Secnum Cloud avec Outscale. Mais est-ce que ça vous suffit? Alors, il y en a qui nous disent oui, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Et puis, on a d'autres clients qui nous disent non, pour moi, la souveraineté des données, c'est qu'il faut que l'intégralité des outils que vous utilisez, que toute la stack de développement soit souveraine. Bon, ben, c'est pas possible. Que les composants soient souverains, non, c'est compliqué. Donc, en fait, on aborde plus le prisme sur le fait de dire, OK, c'est un peu un buzzword, la souveraineté, d'accord, très bien, on a des solutions. On peut avoir un hébergement souverain, mais pourquoi est-ce que vous nous posez cette question? Qu'est-ce qui vous touche vraiment? Quelles sont vos attentes par rapport à la souveraineté des données? Et en fait, la plupart du temps, on arrive à trouver des solutions. Et le but du jeu, en fait, c'est d'être rassurant. C'est rassurer, de dire, je peux héberger Iterop sur un cloud qui soit parfaitement souverain et laisser des portes ouvertes énormes en termes de logiciels. Est-ce que c'est mieux que d'être sur un cloud étranger avec le logiciel le plus sécurisé du monde? Je ne suis pas sûr. Donc on essaie de l'aborder sur l'intégralité du besoin du client. Et du coup, Guillaume, quel type d'incitation ou de soutien l'INRIA propose aux startups justement sur ce sujet-là? Je reviens à ce que j'expliquais tout à l'heure. Il y a un enjeu de sensibilisation et de formation. D'explication aussi, de construction avec eux de ce que peut être la notion de risque
pour leur projet. Parce qu'effectivement, je rejoins ce qu'a dit Aurélien. Définir une notion de souveraineté, c'est compliqué. Est-ce que c'est que les données? Est-ce que c'est les suites applicatives qu'on va utiliser? Et on a bien conscience qu'encore une fois, pour une question d'efficacité opérationnelle, on ne peut pas se priver d'un certain nombre d'outils ou d'infrastructures qui ne sont pas 100% made in France, hébergés en France, etc. Donc la question qui va se poser, c'est pour chaque choix qui va être fait dans ce que la fois va être le plan de stockage ou traitement des données, mais aussi dans l'appel à des fonctionnalités ou des applications externes, quel est finalement le risque associé et quel est l'impact de ce risque vis-à-vis de l'opérationnel de la société. Voilà. Est-ce que c'est grave ou pas de se servir des Google Apps professionnels et tout le calendrier Gmail, etc., qui est sacrément efficace et pratique quand on démarre, avec un pricing qui est assez alléchant. Oui, non, en fonction de ce que peut être l'enjeu de l'entreprise, de ce que peut être son fonctionnement, et du risque qu'un jour Google arrête ses applications ou déconnecte le réseau de l'entreprise du réseau. Voilà. Une question. Sur le stockage des données, il y a plusieurs types de données. Il y a des données sur lesquelles il n'y a pas nécessairement beaucoup de risques. Et puis il y a des données sur lesquelles, en fonction de l'application qu'on touche ou du domaine dans lequel on est, industriel, il va y avoir énormément de risques. Donc stocker certaines données à un endroit pose pas de problème. Et puis pour d'autres données, il va y avoir un enjeu extrêmement fort de localisation, de droit applicable, etc., etc. Donc il y a toute cette réflexion à construire et on cherche à aider le porteur de projet à faire des choix finalement éclairés, sachant qu'in fine, les décisions et les choix lui appartiennent. C'est son projet d'entreprise et ça n'est pas finalement de la responsabilité d'INRIA pour ce que sera la suite de l'histoire et la start-up de prendre les décisions à sa place. Et je me permets de poser une question en fait. En fait, dans la sélection des projets que vous allez accompagner, en fait, donc vous recevez toute une liste d'idées super intelligentes, innovantes. Est-ce que le volet protection de la donnée, il a un poids majeur, important dans la prise de décision de dire oui, on y va ou on n'y va pas? Ça peut faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre par rapport à un projet équivalent? La dimension protection de la donnée n'apparaît pas dans ce que peut être la qualification du projet au stade où on les regarde. C'est-à-dire qu'on est très tôt dans ce qu'est la vie d'un projet, on est en création, donc la société n'existe pas encore. On est souvent à l'ébauche d'une idée et pas encore énormément de développement. Donc ces questions ne se posent pas encore au moment de l'entrée. Par contre, on les pose une fois qu'ils sont entrés. Donc ça fait partie des toutes premières étapes avant même l'entrée dans le programme après la sélection, qui est de demander, on a un petit document qu'on donne au porteur dans lequel on demande d'expliquer ce qu'est la vision des données qu'il va stocker, s'il va être amené à collecter de la donnée personnelle, ce qu'il compte en faire, où il compte la stocker, etc. Document qu'on analyse ensuite et sur lesquels INRIA fait une analyse de risque et avec laquelle on revient vers le porteur pour travailler avec lui. Merci. Parfait. Et du coup, moi, pour terminer tranquillement notre échange, j'aimerais avoir chacun votre avis sur, aujourd'hui, avec le contexte géopolitique actuel et les réglementations, comment vous voyez l'avenir justement sur ces questions de sécurité et de souveraineté des données? Pour moi, enfin, je veux dire, c'est le nerf de la guerre. Enfin, la donnée reste le nerf de la guerre. C'est le pétrole du début du siècle, en fait. Donc, parce que la donnée se monétise, juste l'industrie du cybercrime. Si on ramène ça à des notions de PIB, en fait, c'est la 3e plus grosse économie du monde. C'est juste pour donner des chiffres associatifs. Donc il y a des gens qui font beaucoup d'argent derrière. Donc on vit dans un monde numérique plus que jamais hyper connecté, hyper ouvert, etc., qui va vite. Et voilà, la donnée a une valeur énorme. Et je pense qu'on va être... malheureusement, on n'est pas là pour dire que le monde va s'écrouler, mais il y a des gens qui vont être des gens mal intentionnés qui vont continuer à innover. Et essayer de capturer cette donnée pour la monétiser. Après, la bonne nouvelle, c'est que
comme on dit, les blue teams, en fait, les gens qui défendent dans la cybersécurité, ils ont des capacités pour innover aussi, et des capacités de contrôle, des capacités d'éduquer, des capacités de définir des process, etc., qui permettent de s'adapter à ça. Mais c'est un monde passionnant et qui ne va faire qu'évoluer. Oui, c'est un sujet compliqué parce qu'il est à l'intersection d'un certain nombre de dynamiques, des dynamiques politiques et géopolitiques, avec le constat d'une forme de polarisation de ce que peut être aujourd'hui l'Internet et l'irruption des législations et de ces enjeux géopolitiques dans ce que peut être l'Internet et finalement les gestions des infrastructures. Intersection avec tout ce qui peut être aussi des sujets marchés. C'est-à-dire le décalage qu'il peut y avoir entre une volonté politique et une réalité d'offres de services et d'offres de technologies éventuellement souveraines ou autres. Il y a une dynamique, on voit une dynamique pointée en Europe, ça commence à bouger, il se passe un certain nombre de choses qui selon moi sont assez rassurantes dans ce que peut être la prise de conscience de ces enjeux à la fois au niveau national et puis également au niveau européen. Mais malgré tout, ils sont des sujets compliqués, encore une fois, parce que la réponse à ces questions, les réponses ne sont jamais simples. Et ces questions de qu'est-ce que le souverain, qu'est-ce que souverain et résilience, est-ce que c'est synonyme ou pas, est-ce que ça l'est pas. Je vais juste donner un exemple qui est dans l'air du temps avec le conflit entre l'Ukraine et la Russie. On a été extrêmement surpris que toute l'infrastructure informatique de l'Ukraine ne s'effondre pas lors du début du conflit. Donc très très grande résilience, mais la raison à ça, c'est que l'Ukraine, post-2014 et l'invasion de la Crimée, a donné les clés de son IT à AWS. Donc d'un côté, vous avez la résilience et vous vous dites qu'ils ont réussi à maintenir une infrastructure très forte. De l'autre côté, vous avez la question de sa souveraineté. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas de donner toute l'infrastructure du pays informatique à AWS? La réponse n'est pas simple. Moi, je dirais que, je vais faire une blague, un grand philosophe qui disait « un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». Eh bien, je pense qu'on peut quand même se réjouir qu'il y ait finalement cette prise de conscience, de plus en plus de contraintes sur l'utilisation de ces données. Maintenant, il faut aussi donner les clés. C'est bien de mettre des contraintes, c'est bien de pouvoir s'assurer que certaines choses soient bien respectées. Maintenant, il faut aussi pouvoir donner les clés pour les respecter. Ça passe par de la formation, ça passe aussi par du financement, par de l'accompagnement. Et ça, je pense qu'il y a encore des efforts à faire de ce côté-là pour que ce soit bien... que toutes ces valeurs-là, alors on parle aujourd'hui de sécurité, de souveraineté, mais on a aussi tout ce qui est éco-conception et frugalité by design des solutions numériques qui, pareil, imposent beaucoup de nouvelles contraintes. Et donc il faut aider, il faut accompagner pour mettre en place ces contraintes parce qu'on pense que c'est l'avenir, parce qu'on pense qu'on en a besoin. Et donc il manque encore cette petite brique qui est des fois une grosse brique, pour permettre d'accéder au niveau de confiance auquel on veut accéder. Et je dirais que ce qu'il y a aussi avec cette problématique de sécurité des données, de souveraineté, etc., c'est que certes, il y a les règles, et c'est important, il en faut pour structurer un peu tout ce qui se passe, mais on en parlait tout à l'heure, il faut aussi beaucoup de formation. Je vais prendre un exemple aussi qui est assez parlant. On a travaillé avec un client extrêmement pénible sur le côté respect des données, respect de la souveraineté, de la sécurité des données, etc. Le RSSI nous avait posé des tonnes de questions, on a dû se mettre en conformité, etc. Notamment pour les données de ces pièces, enfin de ce qu'ils vendaient. 2 semaines après qu'on ait signé le contrat et qu'on ait commencé à travailler ensemble, ils ont déposé sur un Google Drive un Excel qui possédait l'intégralité des pièces, des données techniques sur ces pièces, etc. Alors que bien entendu, ils refusaient totalement qu'on utilise des solutions américaines. En fait, le RSSI, lui, était dans les règles, mais les collaborateurs de l'entreprise en avaient clairement rien à faire. Et eux, ils utilisaient les outils qu'ils voulaient, et puis
Et voilà, et on a échangé comme ça. Et donc on a fait transiter des données extrêmement sensibles aux yeux du RSSI de l'entreprise par des endroits qui étaient totalement interdits. Tout ça parce qu'en fait, il y a les contraintes qui sont posées aux entreprises. Et donc, à partir du moment où on a fait valider ces contraintes, tout le monde est OK et donc on est protégé. Et puis, il y a la réalité. Et en fait, là, ce serait pas mal, pour conclure, que cette réalité soit connue de tous et qu'on arrive sur quelque chose d'un peu moins contraignant peut-être, mais d'un peu plus respecté. Parfait. Je vous remercie beaucoup pour l'intégralité de nos échanges. Il nous reste un petit peu de temps pour des questions-réponses. Est-ce que, voilà, il y en a certains qui ont des questions ? Non ? Bon, s'il n'y a pas de questions, merci beaucoup. Merci Estelle. Merci. Merci.